C'est bon, on peut commencer, Claudine. Ok, alors, euh, tu pourras lancer le PowerPoint, Olivier? Je vais Bon, l'entrer dans quelques instants. Oui. d'accord, ok. Alors, dans cette communication, je me propose d'évoquer ce que nous avons nommé les indispensables. On aurait pu dire aussi bien les incontournables ou encore les passages obligés, en tout cas que nous considérons comme obligés pour se former à animer un groupe clinique d'analyse des pratiques professionnelles dans le champ des métiers du lien. J'ai préparé cette communication avec ma collègue Narges Guetta Calabrese, mais c'est moi qui vais aujourd'hui vous la proposer puisque elle ne peut pas être présente avec nous. Je nous présenterai toutes les deux succinctement pour vous indiquer de quelles expériences nous disposons pour présenter cette communication. C'est bon? Tu peux lancer le PowerPoint? Ça arrive. Ok. Alors, tu m'as déjà présenté, Catherine. Bon, donc, je suis professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre. Pour me connaître un peu mieux, on peut aller consulter mon site sur Internet, dont vous pouvez voir l'adresse dans la diapo suivante, ainsi que l'entretien que j'ai réalisé récemment pour la plateforme Kern, ou encore écouter le podcast qui en est issu. Vous pourrez aussi consulter la liste de lectures que j'ai mis à disposition sur la plateforme Kern à propos de ce que je nomme une clinique des liens professionnels, et aussi le dossier thématique que nous avons réalisé à plusieurs à propos du groupe Balint. Pour ma part, j'ai commencé à animer des groupes d'analyse des pratiques professionnelles inspirés des groupes Balint lors de l'année 1982. À l'origine, il s'agissait de groupes uniquement formés d'enseignants de mathématiques. Je n'ai pas cessé depuis lors d'animer de tels groupes en élargissant le public cette, euh, de ces groupes auxquels je me suis adressée. On pourra suivre plus précisément mon évolution dans ce type d'animation en lisant le premier chapitre d'un volume d'un ouvrage qui va paraître bientôt aux éditions Cliopsy. Ce sont de nouvelles éditions que nous créons dans le réseau Cliopsy. L'ouvrage s'appelle Le pari de la transmission dialogue. Ne vous inquiétez pas si on n'a pas le temps de recopier les adresses. J'ai donné à Arnaud une liste aussi bibliographique dans lequel toutes les références du PowerPoint figurent et il peut vous la diffuser, bien sûr. Alors, quant à mon expérience de la formation à animer des groupes d'analyse clinique des pratiques, j'identifie un moment décisif dans mon parcours professionnel. C'est celui où, en 2005, j'ai contribué à la création de masters formant des animateurs, des animatrices de tels groupes à l'Université Paris-Nanterre, dans le département de sciences de l'éducation et de la formation, un master qu'on a appelé le master FIAP, formation à l'intervention et à l'analyse des pratiques professionnelles. Quelques années plus tard, l'intitulé de ce master est devenu clinique de la formation et pour l'année qui vient, il change encore de nom et il devient clinique, psychanalyse, formation, intervention, analyse de pratique. J'ai raconté la construction de ce master de sciences de l'éducation dans un chapitre publié en 2012 dans un livre collectif intitulé Les métiers de la relation malmenée. Avant cette expérience, j'avais aussi bénéficié de l'animation de groupes dans des contextes variés
ainsi que de groupes dits de supervision, en particulier dans les années 90 à Nanterre, dans un DESS créé par Jackie Bayrou et qui comportait la spécialité formation d'animateurs de groupe Balint. J'y avais assuré pendant cette année le groupe de supervision pour toute la promotion des professionnels étudiants qui se formaient à être animateurs de groupe Balint. Alors là, une petite remarque à propos du vocabulaire que j'utilise, car pour nous, le vocable supervision signifie groupe d'analyse de la pratique d'animateurs de groupe clinique d'analyse des pratiques professionnelles. Or, assez souvent en France, l'expression supervision est employée un petit peu indifféremment avec celle d'analyse de pratique pour désigner un groupe auprès d'une équipe dans une institution, d'où un risque de confusion dans les termes. Donc pour nous, supervision, c'est au second degré. Il s'agit d'animer un groupe avec des animateurs de groupe. Je suis actuellement toujours active dans l'animation de ces groupes de supervision, d'analyse de pratique en libéral et je propose aussi des supervisions individuelles. Quant à ma collègue Narges Guetta-Calabrese, elle a obtenu le master que j'ai évoqué tout à l'heure en 2009. Elle a ainsi été mon étudiante à ce moment-là et j'ai eu l'opportunité de l'accompagner pour la réalisation de son doctorat, une thèse qu'elle a soutenue en 2018 et qu'elle a par la suite publiée sous la forme d'un ouvrage dont vous voyez le titre, Diriger une maison d'enfants à caractère social, regard clinique sur la fonction de direction, dont elle a extrait un article pour la revue Cliopsy. Depuis 2018, elle a été aussi l'une des chevilles ouvrières pour la construction d'un dispositif de formation à l'ARIFT des Pays de la Loire, une institution régionale de formation de travail social, en lien avec les responsables de formation de cette institution et en convention avec le master de Nanterre. Narges Guetta-Calabrese continue actuellement, comme moi, d'animer de nombreux groupes d'analyse des pratiques pour des équipes au sein de plusieurs institutions et de superviser des animateurs de groupe, que ce soit groupalement ou individuellement en libéral, après avoir cessé ses fonctions de maître de conférences associé à l'Université Paris-Nanterre et surtout de directrice d'une maison d'enfants à caractère social, ce qu'elle a fait pendant 12 ans. Depuis son obtention du master à Nanterre, nous nous référons toutes les deux à la même approche, l'approche clinique d'orientation psychanalytique. Nous sommes ancrés du côté de cette approche qui est celle privilégiée par le réseau Cliopsy. Pour connaître notre réseau d'enseignants-chercheurs et praticiens cliniciens, vous pouvez lire le numéro du carnet psy qui est paru en 2023, ainsi que la note de synthèse à ce propos qui a été publiée dans la Revue française de pédagogie. Tu peux passer les vidéos, Olivier? Voilà, voilà, c'est notre réseau Cliopsy, association, revue, congrès. Et donc, dans le carnet psy, vous pouvez voir de quoi il retourne pour ce réseau, ainsi que la prochaine dans la Revue française de pédagogie. Donc, cette approche se réfère à la psychanalyse, mais tout en s'efforçant de transposer certains des concepts pour les aménager de manière spécifique et adaptée au champ de l'éducation et de la formation. Nous travaillons toutes les deux avec le même dispositif d'analyse clinique des pratiques professionnelles. C'est celui que j'ai moi-même instauré et que j'ai fait évoluer au cours du temps, comme vous pourrez le lire dans beaucoup de mes publications à ce propos. Vous pourrez voir la liste bibliographique.
J'avais évoqué cette pratique en particulier dans la conférence en ligne que j'avais proposée pour le colloque de l'Arc que tu as rappelé, Catherine, à Montréal en 2022. On peut visionner le film sur mon site et lire l'article auquel cette conférence a donné lieu dans la revue de l'Arc. Narges Guetta-Galabres a aussi proposé dans ce colloque une communication avec sa collègue Laure Lafage à partir de leur expérience de co-animation d'un groupe de supervision. Une communication qui a été filmée, qu'on peut donc visionner aussi, et qu'elles ont transformée aujourd'hui dans un article paru dans le dossier sur l'analyse clinique des pratiques professionnelles du numéro 34 de la revue Cliopsy. Sur le plan de mon expérience de formatrice d'animateur, je peux ajouter aussi que j'ai participé pendant 8 ans à cette formation que j'ai évoquée précédemment à la RIFT des Pays de la Loire, où j'ai été superviseuse du binôme d'animateurs pendant toutes ces années. Le public auquel nous nous adressons de manière générale est composé de quelques enseignants. Il faut vous dire que depuis les années 2000, le public enseignant a considérablement diminué en France dans les groupes d'analyse des pratiques. Donc nos groupes sont plutôt composés de formateurs et avant tout à l'heure actuelle de travailleurs sociaux, de cadres d'institutions socio-éducatives, de directeurs d'établissements sociaux, de cadres de santé ou encore d'équipes instituées au sein d'institutions socio-éducatives. Exception faite pour ma part de ma participation à la sensibilisation de musiciens qui se forment à devenir des professeurs de musique au CFEDEM de Normandie, où pendant 14 années, j'ai co-animé un dispositif de sensibilisation à leur analyse de pratique avec ma collègue Sophie Lerner-Sey. On pourra lire d'ailleurs plusieurs articles que nous avons écrits à ce propos, dont un chapitre du livre dirigé par Arnaud Dubois, voilà, qui s'affiche à l'écran. On peut aussi lire un chapitre que nous avons coécrit pour le dossier d'une revue dirigée par Viviana Mankowski et publiée en 2023 à Buenos Aires. C'est sur la base de ces expériences respectives et autour desquelles nous avons l'occasion d'échanger très régulièrement avec ma collègue Narges que nous souhaitions indiquer les passages obligés, les indispensables pour se former à une telle animation, sans que, pour autant, ces éléments puissent garantir que les personnes qui s'y soumettent soient en mesure de soutenir ce genre de dispositif par la suite, notamment aujourd'hui dans les institutions telles qu'elles se présentent, où la souplesse est de rigueur pour tenir face à de plus en plus de résistance et de délitement des instances institutionnelles. Je crois qu'il faut noter aussi que quel que soit le temps consacré à cette formation, elle doit absolument être poursuivie sous la forme d'une participation à des groupes de supervision collective pendant un temps certain, concomitamment à l'exercice de l'animation de tels groupes. Alors voici les indispensables que nous proposons. En premier lieu, il nous apparaît qu'il s'agit que les professionnels qui se forment aient à l'esprit que sous l'expression groupe d'analyse des pratiques, il existe une grande diversité de dispositifs. Avant tout, chaque professionnel qui s'aventure à vouloir animer des groupes d'analyse des pratiques professionnelles, à mon avis, doit être au clair avec le repérage des distinctions entre ces différents dispositifs. Pour nous, c'est un préalable pour asseoir ces choix parmi les différents genres, des choix qui sont assortis du choix des références théoriques qui soutiennent ces dispositifs. Et d'ailleurs, à l'intérieur d'un genre qu'on aura choisi, il faut aussi penser qu'il existe des styles différents d'animation.
Sans ce repérage qui doit être proposé au cours de la formation, par exemple dans le master de Nanterre, nous allons, ma collègue et moi, consacrer une journée pour aider les étudiants de première année à différencier toutes les théorisations et tous les dispositifs. Sinon, l'animateur, l'animatrice ne peut pas choisir en connaissance de cause ce qu'il va faire travailler aux participants de son groupe et de quelle manière il va s'y prendre. Le choix doit avoir été fait à l'avance du soubassement théorique qui étayera le type d'élaboration de la pratique qui va être proposée et le cadre qui va être mis en place. Il nous semble aussi que ces choix doivent être annoncés avec tact aux participants en début de groupe. Analyser des pratiques professionnelles ne va pas de soi, comme on pourrait l'imaginer. Jackie Beiraud nous l'a bien montré dans un court texte publié déjà en 1996 et qui pour nous a fait date, dans lequel il analyse chacun des termes pratique, analyse professionnelle. Je vous invite à lire ce petit texte publié dans les cahiers pédagogiques et si vous ne le trouvez pas, je l'ai envoyé à Arnaud Dubois qui pourra vous le diffuser. Ensuite, il s'agit de faire le choix de la visée principale du travail proposé, à savoir ce qui sera analysé de la pratique des participants et ce qui ne le sera pas. Pour nous, le choix est fait de proposer des élaborations psychiques professionnalisantes, à savoir de conduire les participants des groupes à élaborer chemin faisant, dans l'après-coup de leur exercice, les ressorts psychiques de leurs décisions en situation professionnelle et des actes qu'ils ont posés au cours de leur pratique. Pour nous, la distinction principale entre les dispositifs renvoie au fait de prendre ou non en compte, dans l'analyse des pratiques singulières, les processus inconscients à l'œuvre de manière sous-jacente. Si ces processus inconscients sont pris en compte dans l'analyse, cela signifie que la théorisation d'arrière-plan auquel se réfère l'animatrice ou l'animateur renvoie à une théorisation psychanalytique. Alors, de nouveau, attention, puisque derrière un même genre de dispositif, y compris soutenu par une théorisation psychanalytique, on peut rencontrer de grosses différences entre les objets de travail respectifs. Vous pouvez lire à ce propos l'article que nous avons rédigé avec Arnaud Dubois et Sophie Lerner, dans lequel nous décrivons 3 dispositifs d'analyse des pratiques pour des enseignants, fondés par Jacques Lévin, Francis Humbert et moi-même, tous les 3 inspirés par Michael Balint. Or, dans cet article, nous constatons que les 3 espaces de travail proposés diffèrent entre eux quant aux objets qui y sont travaillés par les participants, ainsi que quant à la manière concrète de les travailler. Voilà, c'est l'article dont je parle. Ce qui atteste qu'il restera toujours des différences dans les styles des animateurs. Dans l'exemple cité dans l'article, nous avons pu montrer que ces différences étaient à relier à la formation des fondateurs de ces dispositifs, en particulier à leur parcours de formation respectif et à leur lien singulier à la psychanalyse. De toute façon, en dehors de ce cas particulier, les styles des animateurs resteront toujours différents, même s'ils ont choisi des références communes. Ces différences sont dues, bien sûr, à leur singularité de sujet et à leur disposition personnelle. Alors, le diptyque de base, au-delà de ce repérage préalable, voici les 2 éléments qui nous paraissent indispensables sans être exclusifs. Nous pensons tout à fait obligé qu'un futur animateur ou une future animatrice ait bénéficié pour son propre compte de la participation à un tel groupe, animé par un ou une animatrice expérimentée.
C'est le premier point. En deuxième lieu, lorsqu'il ou elle aborde l'animation de son premier groupe, qu'il puisse ou qu'elle puisse être supervisée pour consolider sa posture et son cadre interne. Ce qui ne l'empêchera pas, comme je l'ai déjà dit, de devoir poursuivre sa formation en participant par la suite à un groupe de supervision pendant plusieurs années encore après sa formation. Pour notre part, dans le réseau Cliopsy, nous rajoutons à ce diptyque fondamental un troisième élément, une sensibilisation à la possession et à l'analyse de ce que nous nommons un entretien clinique à visée de recherche d'orientation psychanalytique. Cette formation méthodologique que nous expérimentons depuis beaucoup d'années nous est apparue au fil du temps comme un bon candidat pour que l'intervieweur expérimente l'écoute sans jugement et sans a priori les paroles d'une personne à laquelle il a proposé une consigne du type, par exemple, j'aimerais que vous me parliez du rapport à votre pratique d'enseignant, comme ça vous vient. Il s'agit de susciter chez le ou la professionnelle interviewée un discours élaboratif qui explore son rapport à sa pratique et de l'accompagner, le soutenir dans ses élaborations sans intervenir avec nos propres pensées et opinions et de ce fait sans influencer le cours de ses associations. C'est un complément qui paraît intéressant. Parallèlement à ces incontournables, il nous paraît aussi opportun de sensibiliser plus largement les professionnels se formant à cette démarche clinique d'orientation psychanalytique d'un point de vue épistémologique. Et sans doute, pour parfaire l'appropriation subjective de cette démarche, de pouvoir leur faire écrire un mémoire, une communication pour un colloque ou un article qui restitue un récit de l'expérience vécue au cours de leur animation. Une écriture qui formalise l'expérience dans l'après-coup avec recours à des éléments théoriques. Une dernière remarque pour soutenir ces propositions sur la formation que nous préférerions nommer transmission plutôt que formation. Nous nous appuyons sur une notion que j'ai proposée, celle de transmission subjective du geste partagé, qui permet de rendre compte du fait qu'il s'agit pour la personne à laquelle on tente de transmettre un geste, une posture, un cadre, une manière d'instaurer, de soutenir un cadre de travail, n'est pas un enseignement, mais résulte d'une introjection réussie de la posture de l'animateur ou de l'animatrice avec lequel il ou elle a travaillé. Ce que j'appelle les savoirs sûrs sont, quant à eux, à dispenser à dose homéopathique et surtout, il s'agit de les proposer en lien avec l'avancée de l'expérience clinique des professionnels qui se forment, avec néanmoins toujours le risque de renforcer leur défense par intellectualisation. Si vous voulez appréhender plus finement ce qu'il en est des effets de la supervision dans le sens que je développe, vous pouvez lire voilà, l'article de Christelle Graland et aussi l'article que nous avons écrit à Troyes en 2016. Euh, ah, il est mal centré, pardon, sur lequel nous témoignons de la supervision d'un binôme d'animatrices. Voilà. Euh, bon, je pense que j'ai utilisé tout mon temps. Je vous remercie de votre attention. Je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Claudine, pour cette présentation généreuse et ce partage. On est à l'écoute des questions dans la salle ou à distance. Chana. Oui, bonjour. Merci beaucoup. OK, je vais vous gêner. OK, bien bonjour, merci beaucoup pour la présentation.
Vous nous parlez de la supervision, l'importance d'être supervisée lorsque les animatrices, de façon très, très humble, j'anime un groupe d'analyse de pratique au CIUS de Centre-Sud et je n'ai pas une supervision. Je me demande comment on pourrait s'informer des superviseurs dans notre domaine, au CIUS, selon le contexte. J'aimerais bien être supervisée. Euh, Olivier, là, moi, j'ai pas entendu, hein. Alors, à votre connaissance, Claudine, les possibilités pour les gens qui font de l'analyse de pratique, mais qui n'ont pas l'opportunité de bénéficier d'une supervision, donc c'est une personne, une participante du Québec, qu'est-ce que vous pouvez partager comme possibilité de supervision, puis comment chercher une supervision lorsqu'on anime ce type de groupe? La personne est au Québec? Oui, Ah, bah, à part la supervision à distance, je n'ai pas d'idée pour vous au Québec, hein. mais peut-être est-ce que vous auriez des pistes sur comment choisir une personne pour superviser la pratique? Idéalement, ça se ferait en groupe, j'imagine. Alors, moi, je pratique, je pense que c'est plus important d'être en groupe lorsqu'on veut animer un groupe, bien sûr, supervision collective, mais on peut aussi, à défaut, avoir une supervision individuelle. Mais évidemment, si on prend un psychanalyste lambda qui n'est pas formé à l'analyse des pratiques professionnelles, je pense que ce n'est pas tout à fait adéquat. Je pense qu'il faut prendre un analyste de pratique expérimenté et qui sait conduire un groupe de supervision. Merci. Tu peux, Claudine, peut-être préciser un peu ce que tu travailles en supervision avec les animateurs de groupe, parce que il y a à la fois des éléments assez techniques sur comment on démarre une séance, sur comment on choisit Non, la situation, non, ou non. alors oui, voilà, si tu peux développer un peu. Oui, tu as raison, Arnaud. Mais non, ça n'est pas plus théorique, pas tellement plus théorique que l'analyse des pratiques où je ne donne aucun apport théorique, sauf avec des gens très expérimentés au bout de plusieurs années. En supervision, j'ai l'habitude de dire que même les problèmes techniques sont souvent des problèmes dus à la posture contre-transférentielle de l'animateur. Du coup, ce n'est pas tellement avec des conseils techniques ni théoriques que je ferai avancer les choses. C'est pour ça que c'est vraiment isomorphe au groupe d'analyse des pratiques. C'est vraiment un groupe dans lequel on amène une scène dans laquelle on était animateur ou animatrice et qui nous a posé difficulté. Et ensemble, on analyse cette scène-là de la même façon que dans un groupe d'analyse clinique des pratiques professionnelles. Tout à fait de la même façon. Les deux groupes sont isomorphes, c'est l'objet qui change. Alors, je ne dis pas qu'une fois dans l'année, si un problème technique est récurrent, je ne donne pas quelques propositions, je prends un temps pour en discuter, mais la plupart du temps, j'en reste à des élaborations psychiques. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Arnaud? Oui, je crois que c'est bien d'apporter ces précisions parce qu'on n'entend pas. D'abord, j'entendais que tu avais précisé ce que tu appelais supervision. Et là, en Oui, plus, là, on voit plus concrètement parce que de ce que j'entends depuis que je suis arrivé ici, et que je connaissais un peu, mais c'est des différences de perception, de définition de ce qu'on appelle supervision, oui, superviseur. oui, C'est pour ça que je trouve que c'est important de préciser ça. Je pense qu'on y oui. reviendra probablement dans la journée. Oui, Et voilà, je retiens trois choses de ce que tu as entendu par rapport à la thématique de la journée. J'étais sensible à ce que tu disais sur la question de la transmission plutôt que d'une formation. mm, Euh, c'est vraiment intéressant avec cette articulation avec la notion d'introjection. Et puis aussi quelque chose que je n'avais pas repéré aussi clairement avant, ce que tu appelles le genre de dispositif et pas de type de dispositif. Parce que là, moi, j'aurais tendance à faire des typologies des dispositifs. Et je trouve le terme de genre plus ouvert et que
on n'est pas assuré, quand on choisit un type de dispositif, d'y être vraiment. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est rendu par le terme de genre que je trouve vraiment intéressant. Mais je ne veux pas accaparer tout le temps. Il y a d'autres questions. Olivier va nous situer au niveau du temps. Est-ce Oui. qu'il y a d'autres questions? Effectivement, nous avons légèrement dépassé le temps de 4 minutes, mais je n'ai pas de questions non plus. On aura un temps pour revenir à la fin de l'avant-midi, justement. Puis, je pourrais aussi revenir puis traduire peut-être, parce que ce que je comprends, grosso modo, c'est vraiment l'importance que ce soit le même type de groupe et on pourra en parler davantage. Alors, je vais te présenter. Merci beaucoup, Claudine. Oui. J'espère qu'on va pouvoir rester ensemble pour pouvoir y revenir. On applaudit dans la salle, puis en ligne. Alors, il y a des remerciements également de Joanne Baudin qui est en ligne avec des applaudissements. Je vais prendre le temps de présenter Uriel Keradenek, qui est infirmière de formation, actuellement cadre de santé, formatrice et coordonnatrice pédagogique en Institut de formation au métier de la santé et de sens à Bourgogne, en France. Elle est actuellement doctorante en sciences de l'éducation et de la formation au sein du laboratoire Éducation, Discours, Apprentissage à l'Université Paris-Cité et de